La BCE, la Banque Centrale Européenne, qui garde donc son cap ultra généreux, ultra accommodant. Bonjour Philippe. Bonjour David. Philippe Escande, éditorialiste au Monde. Malgré la hausse de l'inflation, je parle en zone euro, la BCE donc ne va pas réduire son action. Pas question, nous dit-elle, de réduire la voilure. Elle va continuer à acheter, je crois qu'on a 20 milliards d'euros par semaine, donc 80 milliards par mois d'actifs achetés sur les marchés. Donc sortir, encore une fois, maintenant de son programme de soutien, ce n'est pas d'actualité, elle l'a bien martelé. Oui, il ne faut surtout rien changer. Hein. C'est un petit peu ça. Donc on a fait un copier-coller avec le trimestre précédent en disant la croissance revient, il faut surtout ne rien faire qui risquerait de la compromettre et donc c'est encore fragile et on n'y touche pas, au moins jusqu'à la rentrée. Alors le phénomène un peu nouveau, c'est qu'il semblerait qu'il y ait quand même des dissensions qui se forment au sein, dans la coulisse, hein, puisque officiellement toutes les décisions sont évidemment assumées, mais dans la coulisse, il y a quand même quelques gouverneurs qui ne s'en cachent pas d'ailleurs, hein, notamment les Allemands et les Néerlandais, oui, qui commencent à se dire qu'il serait peut-être temps quand même de sortir de l'extrême générosité qui caractérise la politique de la BCE en ce moment. Ouais, il y avait eu cette sortie que j'avais lue du gouverneur de la Banque centrale néerlandaise qui demandait carrément un tapering, une baisse des achats pour le troisième trimestre. Donc on a compris, il faudra attendre septembre pour que la BCE sorte du bois sur la question du rythme des achats. C'est ça. Et là, le débat sera probablement un peu plus vif. Ouais. La BCE qui a revu à la hausse hier à la fois ses prévisions de croissance, c'est heureux, c'est une bonne nouvelle, 4,6, 4,7% pour 2021 et 2022 en termes de croissance. L'inflation aussi est revue un peu à la hausse, pas de dérapage. Hein. Encore une fois, quand on voit les chiffres, le pic sera atteint cette année d'après la BCE, 1,9%, et ça retombera même à 1,5% dès l'an prochain. Oui, alors c'est effectivement ce qu'ils expliquent. Alors le dérapage est quand même assez important. Hein. Par exemple, en Allemagne, c'est le plus haut depuis 10 ans. Donc les Allemands sont très sensibles à ce sujet. Évidemment, on regarde ça quand même d'assez près. Alors pourquoi la BCE n'y croit pas? Elle n'y croit pas parce que les raisons sont essentiellement conjoncturelles, c'est-à-dire l'énergie. Hein. On sait que notamment le pétrole et le gaz sont en forte augmentation. Et il y a un effet aussi particulier en Allemagne avec la fin du régime de la TVA réduite, qui était un soutien à l'économie. Comme ce régime a pris fin, évidemment, ça fait grimper les prix. Il y a les pénuries de transport de marchandises. Bon, ça, on en a beaucoup parlé. Et puis, il y a des nouveaux besoins qui créent aussi des goulots d'étranglement et qui sont des besoins un peu nés du confinement et de l'ambiance actuelle, notamment la rénovation des maisons, tout ce qui tourne autour du vélo, où il y a carrément une espèce de folie. Et donc, il y a quelques domaines comme ça qui sont en forte tension. Mais ce sont des poches d'inflation, c'est ça, sans que ce soit généralisé. Alors, ce sont des poches. Il y a quand même des pénuries mondiales dans les biens, et notamment dans les matières premières, comme l'acier, le fer, les matières premières, les denrées alimentaires, qui poussent tout ça vers la hausse. Donc, il y a une réalité quand même de la hausse des prix. Mais en Europe, on estime que pour l'instant... Donc c'est pas un sujet. Autant c'est un sujet, pardon Philippe, je vous coupe, mais autant c'est un sujet aux États-Unis, on va en parler juste après. Il y a un vrai sujet là-bas quand même. Hein. On a les chiffres hier, 5% de hausse des prix sur un an, c'est colossal. Autant pour la BCE, on ferme le débat maintenant pour l'instant. Oui, alors il faut voir qu'on n'est pas totalement aligné par rapport aux Américains. Les Américains sont sortis de la récession au début de l'année. L'Europe y a replongé, donc on est de toute façon en décalage de phase. On est en arrière. Et pour l'instant, en tout cas, ce que la BCE voit, c'est que il n'y a pas de raison de hausse des prix et des salaires, qui est quand même la définition de l'inflation. De façon majeure et qui enclenche un mécanisme qui puisse inquiéter jusqu'à décider de relever les taux.
Ouais. Sachant qu'encore une fois, outre-Atlantique, la situation est très différente. L'envolée du CPI, donc les prix à la consommation, on les a eu hier, plus 5% sur un an. Ça montre bien que la situation vraiment américaine n'a rien à voir avec la nôtre. On est au plus haut sur l'inflation aux États-Unis depuis 2008, voilà. Même si, s'il est bien compris, ce serait les prix des voitures d'occasion qui expliqueraient une large partie de cette flambée. Oui, c'est vrai. Alors, ils sont à plus de C'est dingo 7%. d'ailleurs Hein, de se donc, dire que les prix des voitures ouais, d'occasion peuvent faire flamber autant un prix oui, un oui, indice qui mais est global, qui comprend un bon nombre de biens, quoi, hein. oui, oui, tout à fait. Alors, bon, l'automobile, on sait que ça pèse quand même beaucoup dans les achats. On sait aussi qu'il y a des pénuries sur les véhicules neufs qui sont dues, on en a parlé beaucoup, aux pénuries de composants et notamment les puces électroniques, etc. Du fait qu'il y a de la rareté sur le neuf, on se reporte sur l'occasion. Voilà. Donc, il y a un cycle comme ça. Mais c'est vrai que le chiffre américain est très spectaculaire. Alors là-bas aussi, comme en Europe, il y a ce débat entre ceux qui disent oui, mais c'est conjoncturel et ça va s'apaiser, et puis d'autres qui disent oui, mais ça peut enclencher un processus un peu pervers. Parce qu'il ne faut pas confondre hausse des prix, hausse des salaires, et puis cette espèce de mécanisme qui, en fait, attache la hausse des prix aux hausses de salaire et qui s'appelle l'inflation. C'est-à-dire que quand les prix montent, ça fait monter les salaires qui sont indexés sur les prix et ça continue. Et là, on rentre dans quelque chose qu'on connaît bien et qui est très mauvais. Pour l'instant, c'est pas le cas, mais ce qu'on constate effectivement aux États-Unis, c'est que là, les services sont en train de rouvrir, les restaurants, les magasins, et il y a pénurie de personnel d'abord, notamment par le fait que il y a certaines aides qui continuent, donc il y en a qui veulent plus y retourner ou qui n'y retournent pas encore. Donc du coup, ça fait monter les salaires parce qu'il manque de main-d'œuvre. Et puis, alors, il y a les pénuries de produits qui sont très importantes, mais là aussi, c'est un boom qui vient du confinement, qui vient du fait que les services étaient arrêtés, que donc les achats se reportent massivement sur les biens grand public, enfin bien d'équipement, enfin surtout bien les biens grand public, et donc ça a créé en fait des phénomènes de pénurie. Alors on les a connus de ce côté-ci en Europe avec le blocage dans le canal de Suez, mais aux États-Unis, dans tous les ports marchands, il y a des quantités énormes de navires qui font la queue. Il y a des vrais goulots d'étranglement. Et ça, c'est effectivement, c'est quelque chose qui pousse de façon très massive sur la hausse des prix. Ouais. Sachant, Philippe, que c'est dur de trancher dans ce débat sur le retour ou pas de l'inflation, c'est un débat, encore une fois, qui divise les économies. Certains nous disent, ils sont convaincus, et libre à eux de le croire, hein, que cette surchauffe, encore une fois, de l'activité en Amérique, va entraîner un retour structurel et durable, et non pas temporaire de l'inflation. D'autres pensent, comme les marchés, comme d'autres économistes, que tout ça, finalement, est maîtrisé et qu'il n'y a rien de grave. Donc c'est un sujet qui est clivant et personne n'a la réponse aujourd'hui, hein. Oui, personne n'a la réponse. Alors, tout ce dont on vient de parler, c'est plutôt conjoncturel. Donc, quand c'est conjoncturel, a priori, sauf dérapage, ça revient à la normale en 1 ou 2 ans. Hein. Donc, c'est ces histoires notamment de pénurie de produits. Alors, après, la grande inconnue, c'est qu'est-ce qu'il y a derrière qui pourrait susciter une hausse durable des prix. Alors, il y a un phénomène qui est pas vraiment suffisamment pris en compte, mais qui pourrait jouer, c'est la transition énergétique. C'est-à-dire tout l'effort qui est fait, notamment, enfin, ça concerne principalement l'Europe et les États-Unis, vers à la fois du côté de l'agriculture et du côté de l'industrie, des normes de plus en plus sévères qui vont forcément, à un moment donné, contraindre les entreprises à monter les prix. On ne peut pas faire des produits plus durables, plus verts, plus favorables à l'environnement, sans qu'ils soient plus chers. Le meilleur exemple, évidemment, c'est l'agriculture bio, par exemple. Et donc, ce phénomène-là, on ne l'apprécie pas encore vraiment actuellement, parce qu'on ne sait pas à quoi ça peut ressembler, mais si les promesses qui sont faites en Europe ou qui sont faites aux États-Unis d'évolution vers une transition écologique plus importante, elles sont porteuses en elles-mêmes d'une augmentation des prix. Ouais, elles portent en elles les germes, effectivement, de prix, sans que ce soit une hausse de prix délirante, mais des hausses de prix ça peut être important. Si vous demandez aux compagnies aériennes de remplacer le kérosène par du carburant
bio, hein, ça existe, hein, c'est déjà possible actuellement. C'est un carburant qui est 4 fois plus cher. Donc, comme le kérosène, c'est quasiment 30% des prix d'un vol. Combien 30%? Oh, à peu près. Enfin, le carburant, c'est le poste. De toute façon, les compagnies aériennes, c'est des salaires et du carburant. Enfin, c'est l'essentiel des coûts, c'est là-dedans. Et donc, effectivement, si on ne serait-ce que, enfin, dans cet exemple-là, ça veut dire que le prix du billet, il va forcément augmenter. Alors après, il augmente, du coup, il y a moins de consommation. Enfin, tout ça, ce sont des mécanismes qu'on ne maîtrise pas encore parce qu'on n'a pas encore l'expérience de cette situation. Ouais. Après, il y a ce qu'en pensent les banques centrales. On les écoute évidemment attentivement et ni l'une ni l'autre, BCE ou Fed, ne croient effectivement ce retour violent de l'inflation qui s'inscrira dans la durée. Mais quand on regarde ce qu'anticipent les ménages américains, c'est quand même intéressant. Eux, quand on leur pose la question, voyez-vous les prix grimper d'ici un an, ils nous parlent d'un peu moins de 5%, 4,6%, là où en tendance ces dernières années, c'était plutôt autour de 2,5%. Est-ce que le danger, c'est pas justement que les particuliers, encore une fois, aux États-Unis, que les ménages américains se mettent à croire, à anticiper une valse des étiquettes et que ça change leur comportement? Oui, alors ça peut aussi ça peut également être une explication de l'engouement actuel, c'est-à-dire j'en profite maintenant parce que ce sera plus cher demain. C'est effectivement un cercle vicieux qui est assez compliqué, mais qui est pas très facile à modéliser parce que ça peut à la fois pousser à une surconsommation qui ensuite se traduira par une sous-consommation un peu plus tard, ou au contraire enclencher un processus de hausse des prix encore plus violent. Voilà. Merci beaucoup. Explication, décryptage signé Philippe Escande, éditorialiste donc au quotidien Le Monde. Merci Philippe. Bonne journée, bon week-end. Salut. Bon week-end.